Alors, on va parler du coup des Jeux Olympiques, mais bien sûr on va pas lire tout le document, parce que quand même il y a 28 pages, mais le but c'est de vous montrer un aperçu de la saisine. Oui, parce que le Conseil constitutionnel a été saisi par, alors si je ne dis pas de bêtises, par des députés, donc là regardez, donc par les députés de la NUPS, qui ont décidé de saisir le Conseil constitutionnel afin qu'il contrôle la constitutionnalité de la loi relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Et vous allez voir, et on va voir un peu ensemble, du moins très rapidement, quels sont les articles qui sont concernés et voir les arguments qui ont été avancés. Alors donc on a l'article 4 donc, qui va faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité, qui autorise le laboratoire accrédité par l'Agence mondiale antidopage en France à procéder à partir de prélèvements sanguins ou urinaires des sportifs qui lui sont transmis, et dans l'hypothèse où les autres techniques disponibles ne permettent pas leur détection, à la comparaison d'empreintes génétiques et à l'examen des caractéristiques génétiques pour la recherche d'un des 4 cas suivants: une administration de sang homologue, une substitution d'échantillons prélevés, une mutation génétique dans un ou plusieurs gènes impliqués dans la performance et induisant une production endogène d'une substance interdite en application de l'article. Bon, à mon avis, j'imagine l'article L232-9. Alors attends. Là-dessus, je sais pas quel code c'est. C'est quel code? Alors attends, que je regarde. Article L230. D'accord, donc c'est bien du code des sports. Donc est interdite la présence dans un échantillon d'un sportif des substances figurant sur la liste des interdictions mentionnées. Ok. Donc ce sont ouais, c'est bien une disposition du code du sport. Donc dernier cas, on peut recourir justement à cet examen des empreintes génétiques, enfin à la comparaison d'empreintes génétiques et à l'examen des caractéristiques génétiques. C'est lorsqu'il y a une manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d'augmentation de la performance. En gros, c'est à des fins de lutte contre le dopage, mais bon, il y a quand même des... comment on appelle ça ? Il y a quand même des dérives, et notamment, il y a notamment une atteinte à la vie privée qui est loin d'être négligeable. Et il y a aussi évidemment, alors encore une fois, je suppose, il y a potentiellement un risque à ce que ce soit utilisé pour discriminer les personnes trans. Parce qu'on va analyser les caractéristiques génétiques, et du coup peut-être qu'il y aura des personnes qui seront des personnes trans qui seront exclues des compétitions, etc., parce qu'elles seraient soi-disant plus performantes que les personnes cis. Voilà. Enfin, du moins, bon, et comme on est sexiste, le contrôle va être surtout effectué du côté des femmes. Voilà. Du côté des sports où il y a une forte proportion féminine, voilà. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait eu si je puis dire, comment on appelle ça, les polémiques autour du sport et de la transidentité, mais en général c'est lorsque on avait des sports où il y avait on va dire une catégorie féminine, et du coup vous aviez des femmes trans qui participaient, et forcément les personnes TERF derrière disaient il faudrait dégager les femmes trans parce que elles ont un avantage sur les femmes cis. Voilà. En gros, c'était à peu près ça la polémique. Ça, en général, du moins de ce que j'ai compris, c'est ça la polémique. Et en gros, je pense qu'il y a un risque à ce que ce mécanisme, donc, qui est prévu à l'article 4, soit utilisé à l'encontre des personnes trans. Alors, encore une fois, ce n'est pas la finalité première, j'imagine, de cet article 4. De manière générale, c'est pour lutter contre le dopage. Mais bon, on voit qu'il y a éventuellement des risques. Encore une fois, de toute façon, il y a des mécanismes qui sont mis en place et ils peuvent être détournés de leur finalité. Voilà. Donc, du coup, les différents arguments qui ont été invoqués, donc il y a la méconnaissance du droit au respect de la vie privée, voilà, une atteinte de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Donc j'essaie de voir si on peut pas avoir des petites précisions.
non, je vois pas tellement plus de précision sur l'atteinte à la dignité humaine. Après, par contre, ouais, ils sont pas partis sur le terrain d'un risque de discrimination. Parce que ouais, encore une fois ici, je pense que l'atteinte au principe d'égalité, je pense qu'elle peut pas être mobilisée, puisqu'il n'est pas indiqué expressément, enfin c'est plutôt subtil, mais c'est pas indiqué que ça serait utilisé, par exemple, à l'égard des personnes trans principalement. Voilà, ça peut être mobilisé dans d'autres cas de figure. Et du coup, bon, difficile de mobiliser le principe d'égalité, même si on se doute que cette disposition pourrait être utilisée à l'égard d'une personne, trans, éventuellement, en disant mais attendez, vous avez un taux de testostérone qui est au-delà de la, je vais mettre des guillemets, au-delà de la normale. Vous avez beaucoup trop de testostérone par rapport à une femme cis, voilà, et du coup, il y a éventuellement, on va effectuer des contrôles sur vous, voilà. Donc c'est somme toute, comment on appelle ça, je pense que c'est un risque qui pourrait éventuellement découler de ce mécanisme. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je pense qu'à partir de l'article 4, il y a ce risque-là. Bon. Ensuite, donc on a l'article 6, je crois que j'avais vu une présentation de cet article qui était évoqué quelque part. Alors, l'article 6. Voilà, les modifications du Code de la sécurité intérieure introduites par l'article 6 du projet de loi, donc par les auteurs, donc déférées par les auteurs de cette saisine, donc visent à mettre en conformité les dispositions du code de ce code relative à la vidéoprotection avec les règles prévues par le règlement général sur la protection des données, donc le RGPD. Ce faisant, plusieurs dispositions donc selon les députés mettent à mal les garanties jusque-là prévues par le Code de la sécurité intérieure en matière de protection des données personnelles et portent ainsi une atteinte au droit au respect de la vie privée. Voilà, donc en fait, l'article 6, c'est les dispositions qui sont relatives à l'utilisation de la vidéoprotection. Et je vais baisser encore un petit peu le son parce que la musique est somme toute fort. Et salut Jeanne de Brigue, installe-toi confortablement. Et bonjour à toutes les personnes qui éventuellement posent leur lurk pendant que Yel m'écoute. Bon. Alors que je regarde... donc j'essaie de voir donc les alinéas 20, 25 et 26 de cet article donc réécrivent donc les dispositions du Code de la sécurité intérieure donc qui prévoit plusieurs infractions en lien avec l'installation ou la conservation sans autorisation de vidéosurveillance. Cette restriction des infractions énumérées par l'article traduit une volonté politique du gouvernement donc ces alinéas remplacent les infractions prévues par une seule infraction liée à l'entrave à la commission départementale de vidéoprotection. Donc cette infraction, donc je lis parce que, enfin je lis un peu à l'arrache, parce qu'encore une fois, là je parcours le texte, je découvre en même temps que vous la saisine. Alors cette restriction des infractions traduit une volonté politique du gouvernement de déployer massivement et sans entrave la vidéoprotection dans l'espace public. Désormais, seule l'entrave à la commission départementale de vidéoprotection serait punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Ouais, donc en gros, ils réduisent le nombre de cas qui pourraient faire l'objet, qui pourraient être constitutifs d'une infraction. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a une dépénalisation d'autres faits. C'est-à-dire avant il y avait des faits qui étaient constitutifs d'infraction, qui étaient sanctionnés pénalement, et maintenant qui ne le sont plus et qui auraient pour conséquence de favoriser le déploiement de la vidéoprotection dans l'espace public. Ça, encore une fois, c'est l'argument qui est avancé par les députés. Et salut Franck, comment tu vas? Salut Franck Brusset. Content de te voir pour la première fois dans le chat. Bon, comme à l'accoutumée, comme pour tous les camarades streamers, streameuses, je fais un SO, voilà, parce que je me dis,
même pour les personnes qui sont pas encore dans mes petits papiers, parce que j'ai une liste des personnes qui viennent. Bah écoute, ça va. Là, on est en train de parler de la décision du Conseil constitutionnel, enfin, pardon, pas de la décision du Conseil constitutionnel, autant pour moi, mais des députés qui ont décidé de saisir le Conseil constitutionnel afin que le Conseil constitutionnel contrôle la constitutionnalité des dispositions de la loi relative au JO. Et au niveau des dispositions qui ont été discutées, on avait l'article 4 qui prévoyait la prise de la comparaison d'empreintes digitales et aussi un examen des caractéristiques génétiques pour la recherche d'une administration de son homologue, une substitution d'échantillons prélevés, une mutation génétique dans un ou plusieurs gènes, une manipulation ou alors une manipulation génétique pour modifier les caractéristiques somatiques aux fins d'augmentation de performance. Et ce que je disais, c'est que l'article 4, il y a un risque éventuellement à ce que les personnes trans soient visées. Après, il y avait l'alinéa 8 de cet article 4 qui précise que la personne contrôlée est expressément informée préalablement au prélèvement. Donc il y a quand même, je veux dire, il y a certes une information, le consentement de la personne, ah ouais d'accord, donc il y a une information, mais par contre il n'y a pas nécessairement de consentement apparemment, ce selon les députés. C'est une critique qui est faite. Et normalement, en gros, c'est utilisé de lutte contre le dopage, mais par contre, peut-être qu'éventuellement, comme on est sur comme on touche à la génétique, etc., ben, peut-être qu'on pourrait il y a peut-être un risque à ce que les personnes trans soient éventuellement touchées. Voilà. C'est-à-dire qu'on renforcerait davantage C'est-à-dire, ouais, il y a peut-être un risque, en somme, à l'égard des personnes trans. Mais malheureusement, on ne peut pas mobiliser le principe de discrimination, puisque, encore une fois, c'est pas indiqué de manière plus ou moins insidieuse que ce serait spécifiquement les personnes trans qui seraient visées. Donc du coup voilà. Après, il y a donc l'article 6, là on était sur l'article 6, sur le recours, on va dire la modification des règles en matière de mobilisation de la vidéoprotection. Voilà. Donc il y a des... Soi-disant, c'est pour, je veux dire, ces dispositions relatives à la vidéoprotection sont modifiées afin d'assurer une mise en conformité des règles relatives à la vidéoprotection par rapport au règlement général de protection des données, donc le RGPD. Mais derrière, on se rend compte qu'il y a des infractions qui ont été supprimées en matière de vidéoprotection. Et du coup, selon les députés, ça favoriserait le déploiement de la vidéoprotection. Voilà. Et du coup, au niveau de ce qui a été indiqué comme si je puis dire, violation de la Constitution, il y aurait la violation du droit de la vie privée. Droit au respect de la vie privée qui serait violé par l'article 6. Violation, alors il y a aussi un cas d'atteinte à l'exigence de clarté et de prévisibilité de la loi. Donc j'imagine que ça va être, à mon avis, comment on appelle ça? Alors j'essaie de trouver des explications, donc hors les dispositions prévues par l'article 6, donc qui mettent en conformité les dispositions du Code de la sécurité intérieure avec le RGPD, apparaissent peu claires au regard de l'élaboration en cours d'un nouveau cadre européen en matière d'intelligence artificielle comprenant les systèmes de vidéoprotection. D'accord, donc en fait, l'un des arguments qui est invoqué par les députés, c'est de dire que ça va faire doublon, on va dire, le fait d'intégrer ces nouvelles dispositions en matière de modification du cadre de la vidéoprotection. Ça va faire doublon avec ce qui est prévu déjà par d'autres textes du droit de l'Union européenne en matière d'intelligence artificielle. Voilà. Ça, c'est un des arguments invoqués. Ensuite, autre argument qui est invoqué concernant la vidéoprotection, donc il y aurait une violation de l'article 34 de la Constitution et une incompétence négative. Alors je rappelle, l'incompétence négative, c'est lorsque le législateur n'a pas exercé pleinement sa compétence
lorsqu'il adopte une loi, c'est-à-dire qu'il laisse trop de marge au gouvernement pour prendre des mesures. L'incompétence négative, tout simplement, c'est lorsqu'une autorité ne prend pas suffisamment de mesures dans son domaine. Là, en gros, la loi, et il n'y a pas suffisamment de mesures qui ont été prises par le législateur. Voilà, c'est ça l'incompétence négative. Et article 34 de la Constitution, ça correspond aux différents domaines dans lesquels le législateur peut intervenir. Voilà. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas, je vous lirai quand même avec attention dans le chat. Voilà. Donc du coup, telle qu'elle est rédigée, la nouvelle disposition législative, donc l'article 6, conduirait à ce que les personnes concernées par les images collectées au moyen de dispositifs de vidéoprotection ne puissent exercer leurs droits immédiatement. L'ensemble de ces garanties étant renvoyé à un décret. Voilà. Donc en fait, ce qu'on reproche ici au législateur, c'est d'avoir laissé le soin au gouvernement de prendre un décret pour comment on appelle ça, alors que je regarde. Est-ce qu'il était prévu? Ouais, donc s'agissant des modalités d'information et d'exercice des droits des personnes susceptibles d'être filmées par vidéoprotection, il n'en reste pas moins que ces modalités demeurent floues et imprécises telles que rédigées par le législateur. Voilà. Et du coup, il a été renvoyé à un décret en Conseil d'État. Et malheureusement, en fait, ce que disent les députés, c'est que c'est pas au gouvernement de faire ça, de préciser les modalités d'information et d'exercice des droits des personnes susceptibles d'être filmées par un système de vidéoprotection, mais c'était au législateur de davantage le définir. Voilà. Donc encore une fois, un des arguments qui est avancé. On a fait le tour de l'article 6, donc ensuite il y a l'article 7. Alors l'article 7, donc c'est article qui est assez important puisque c'est l'utilisation à titre expérimental de traitements algorithmiques sur les images captées par des dispositifs de vidéoprotection ou des aéronefs afin de détecter et signaler en temps réel des événements prédéterminés susceptibles de menacer la sécurité des personnes. C'est l'utilisation en fait des caméras augmentées. On vient de préciser donc qu'aucun cadre législatif national ou européen n'existe à ce jour pour la mise en place de tels dispositifs. Voilà. Donc ces dispositifs selon les députés, portent des atteintes graves aux libertés fondamentales d'aller et venir, de manifester et d'opinion, lorsque ces dernières s'exercent à l'occasion donc de ces événements, ainsi qu'au droit fondamental à la vie privée, sans que ne soit démontrée ni la nécessité d'un tel système ni sa proportionnalité, en l'absence de garantie effective pour les intéressés. Enfin, il remet en cause le droit à la sûreté et à la dignité de chacun. Donc je vais me contenter de lire ce paragraphe, voilà, parce que après le reste, on est vraiment... Bon, il y a aussi donc là on voit qu'il y a les arguments, donc là sur la durée excessive de l'expérimentation, donc en fait la durée de l'expérimentation serait, j'imagine, beaucoup trop importante par rapport à ce qui serait nécessaire, si tant est qu'il y ait une nécessité à mettre en œuvre une telle expérimentation. Encore une fois, il y a aussi un cas d'incompétence négative, où on reproche au législateur d'avoir laissé trop de marge de manœuvre au gouvernement pour déployer le dispositif et que le législateur aurait dû encadrer davantage les mesures à mettre en œuvre pour le déploiement de ce dispositif. Alors, je regarde... Les dispositifs mis en œuvre à des fins de police administrative générale ou de police judiciaire. Ouais, donc pardon, là ici c'est donc là on rappelle un peu le cadre juridique. Donc l'article 7 prévoit une intervention essentielle du pouvoir décrétal, donc le pouvoir c'est la première ministre par décret, donc dans la détermination du régime applicable au traitement algorithmique. Ainsi le recours à un tel traitement est autorisé par décret pris après avis du Conseil national de la Commission nationale informatique et liberté, donc la CNIL. Donc loin de se borner à donner une simple autorisation encadrée par la loi, ce décret fixe les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler, le cas échéant, les spécificités des situations justifiant son emploi, les services susceptibles de le mettre en œuvre et les éventuelles conditions de leur participation financière à l'utilisation du traitement, ainsi que les conditions d'habilitation et de formation des agents pouvant accéder au signalement.
enfin au signalement du traitement. Donc là en fait, encore une fois, là vous voyez qu'il y a pas mal de pouvoirs qui sont laissés au gouvernement. Donc on voit qu'il y a les événements qui sont susceptibles d'être signalés par le traitement des images. Et ensuite vous avez comment on appelle ça, vous avez aussi les conditions d'habilitation et de formation des agents qui sont déterminés par le décret. Et donc tout ça on reproche en fait au législateur de ne pas avoir participé à la définition de ces différentes mesures. Voilà. Donc ça fait partie des arguments. Ensuite, autre argument qui est invoqué, donc insuffisance des objectifs au nom desquels l'expérimentation est autorisée et absence de nécessité de cette expérimentation. Voilà. Donc là en fait on est vraiment sur des cas classiques, si je puis dire, comment on appelle ça. En gros, c'est un peu les contrôles de proportionnalité, si je puis dire, de la mesure. On vérifie si la mesure, on vérifie si elle est adaptée par rapport au lieu, par rapport au temps. Donc on l'a vu, notamment par rapport à la durée de l'expérimentation. On vérifie ensuite si cette expérimentation elle est nécessaire. Si par exemple il y a effectivement l'existence de troubles qui justifieraient, s'il y a un objectif précis qui justifie à ce qu'on emploie cette expérimentation. Et là en l'occurrence, là ce qui est reproché, c'est qu'apparemment les objectifs poursuivis par l'expérimentation seraient en somme insuffisants. Voilà. Donc en gros l'expérimentation telle que proposée telle que prévue par la loi, elle apparaît en somme injustifiée. Ensuite, il y aurait donc autre critique apportée au dispositif, donc que les risques induits par l'utilisation du traitement algorithmique donc pour traiter des images donc de protection ou captées par des drones. Alors j'essaie de voir si on peut pas avoir voilà, un tel dispositif porte de graves atteintes aux libertés fondamentales d'aller et venir, de manifester et d'opinion lorsque cette dernière s'exerce à l'occasion de ces événements, ainsi qu'au droit fondamental à la vie privée, sans que ne soit démontré ni la nécessité d'un tel système ni sa proportionnalité en l'absence de garantie effective pour les intéressés. Ouais, donc en gros on dit qu'il y a des atteintes à des libertés extrêmement importantes, donc la liberté d'aller et venir, de manifester, d'opinion, et qu'il n'y a pas de justification apportée à de telles atteintes. Voilà. Ne t'interromps pas pour lire ça, merci pour le SO. Merci pour le petit troll, Franck, il n'y a pas de quoi. Écoute, au plaisir. Du coup, j'en étais où ? Donc caractère disproportionné, donc là autre argument donc classique, donc le caractère disproportionné de l'atteinte portée par l'article 7, donc par l'expérimentation du traitement algorithmique des images filmées. Alors j'essaie de voir comment ils articulent le caractère disproportionné. Donc en l'espèce, c'est de manière générale que la loi autorise la mise en place de traitements algorithmiques pour assurer une surveillance de masse des manifestations sportives, récréatives ou culturelles. Plutôt que de se limiter aux Jeux Olympiques et Paralympiques, la loi étend le champ de l'expérimentation à des domaines où elle ne saurait se justifier. Voire même déjà, c'est assez abusé de le déployer pour les JO et pour les JOP. En outre, les conditions auxquelles obéissent la transmission aux agents des images captées et repérées par l'algorithme n'apportent pas de garantie suffisante au respect de la vie privée de très nombreuses personnes qui sont susceptibles de voir leurs images ainsi traitées, car ce sont des moments de vie, espaces de la vie privée que l'algorithme a pour mission de détecter. Ainsi, pour prendre un seul exemple, il ressort de la discussion parlementaire qu'un individu allant à contresens parce qu'il recherche son enfant dans une foule pourra être signalé comme ayant un comportement anormal par l'algorithme. Son image sera captée et signalée à l'opérateur avec, à la clé, un possible contrôle de police, ce qui, dans ce cas, on le voit, est absurde. Bon, écoutez, face à cette réponse, je vous propose qu'on pète un coup. Voilà. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, il y en a marre.
Ouais, c'était pas un troll. Ouais, mais bon, Franck, je voyais, ne t'interromps pas pour lire ça. Bon, il y avait un petit côté troll. Enfin, bon, mais bon, après, je sais que tu trollais pas pour les remerciements, pour le SO. T'inquiète. Et salut Nana Potter, installe-toi confortablement. Bon, et on va dire, et après, bon, bah, si vous voulez, on peut rajouter une sauce, voilà. Fasciste. Ah, c'est vrai ça. Et après, je sais pas, est-ce qu'il y a un autre trigger qu'on pourrait mobiliser pour cette saloperie? Ah oui, on peut mettre ça aussi. Ah merde, par contre, excusez-moi, je les ai mises un peu fortes, les alertes. J'ai dû vous défoncer les oreilles. Veuillez m'excuser. On va baisser un petit peu, on va baisser un chouïa les alertes. Voilà. Hop. Je vous rappelle que vous avez la possibilité d'utiliser les triggers. C'est juste que je savais pas quand le placer sans t'interrompre. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. De toute façon, je peux vous lire après, y a aucun problème. De toute façon, c'est même si je tourne la capsule en même temps qui est diffusée sur ma chaîne YouTube Vulga Droit Capsule, vous avez la possibilité. Je veux dire, c'est pas non plus dramatique. Voilà. Alors, j'en étais où? Ouais, donc là, plus grave, selon le troisièmement de l'article 7, les traitements litigieux n'utilisent aucun système d'identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Pourtant, il suffit de se rendre sur le site de la CNIL pour y lire que la biométrie regroupe l'ensemble des techniques informatiques permettant de reconnaître automatiquement un individu à partir de ses caractéristiques physique, biologique, voire comportementale. Si cette définition n'était pas suffisamment claire, l'article 4 du RGPD vient donner la définition suivante. Les données biométriques sont des données à caractère personnel résultant d'un traitement technique spécifique relative aux caractéristiques physiques, psychologiques ou comportementales d'une personne. Ainsi, l'affirmation selon laquelle les traitements litigieux n'utilisent aucun système d'identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale est contredite par l'objet même des traitements prévus par la loi. Voilà, enfin, prévus par la loi sur les JO, qui ont pour fonction de détecter des événements ou de reconnaître des individus sur la base des comportements des personnes filmées. Il s'agit là de données biométriques qui sont utilisées pour identifier une menace imprécise de façon totalement disproportionnée. Et franchement, les collaborateurs des parlementaires, alors j'imagine que ça doit être les collaborateurs des parlementaires qui ont bossé la saisine. Franchement, il y a des arguments intéressants pour franchement l'expérimentation. Il y a peut-être des chances à ce que, alors, soit le Conseil constitutionnel est complaisant et dans ce cas-là, il va dire vas-y, ça passe. Soit il va être peut-être un petit peu plus sévère et peut-être fournir ce qu'on appelle une réserve d'interprétation, c'est-à-dire imposer au gouvernement et aux juges d'interpréter la loi d'une certaine manière afin que la loi ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Soit le Conseil constitutionnel, il va franco et il annule. Bon, on a vu ce qui s'est passé avec la réforme des retraites, avec le Conseil constitutionnel qui s'est contenté de censurer simplement, enfin de supprimer simplement les cavaliers sociaux, c'est-à-dire les dispositions qui n'avaient rien à foutre dans la loi de financement rectificatif de la sécurité sociale. Et aussi pour le RIP, enfin pour le référendum d'initiative partagée, on a vu que le Conseil constitutionnel s'était pas foulé et qu'il avait écarté le référendum au motif que la réforme des retraites qui devait être soumise à référendum n'apportait pas de modification, ne constituait pas une réforme parce qu'elle modifiait pas en tant que telle l'âge légal de départ à la retraite. Il n'y avait pas de réduction de diminution ni même de report de l'âge légal, et aussi ça portait pas nécessairement. Alors il me semble que ça portait pas non plus sur un objet social. Là-dessus, je pense qu'il y avait aussi ce risque-là. Mais surtout, c'était pas constitutif d'une réforme. Mais bref, là, je me suis égaré. Mais c'était j'en profitais pour faire un rappel de ce qui avait justifié le fait que le référendum ait été écarté.
voilà, par le Conseil constitutionnel. Bon. Ensuite, donc article 7, il y a donc toujours sur l'expérimentation du traitement algorithmique des images filmées, il y a la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. Alors j'essaie de voir si on peut choper des informations. En l'espèce, rien dans la loi ne vient préciser que les traitements algorithmiques opéreront en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de nature, que ce soit entre les personnes. Pourtant, les algorithmes sont, on le sait, susceptibles de créer de graves biais discriminatoires en méconnaissance du principe d'égalité qui prohibe les discriminations. Rappelez-vous que, moi je dis, à quand les caméras qui vont détecter qu'on est un peu trop gauchiste ou qu'on se prépare, je sais pas, au lancer de Kakatov ou au lancer de poubelle ou au lancer de pavé. Voilà. Dire peut-être que le comment on appelle ça, peut-être que on va dire il y aura des technologies qui seront plus performantes et qui pourront dire si on est trop gauchiste aux yeux du pouvoir ou pas. Voilà. Bon, par contre, si c'est l'extrême droite, je veux dire, on en repère quelques-uns histoire de donner l'exemple, etc. Mais par contre, je veux dire. Voilà, seulement quelques-uns, le reste ça passe, puisque le reste on les fourgue à la police. Voilà. Après, il y a aussi, peut-être aussi, c'est la blague que je faisais avec Jashugan, peut-être qu'effectivement, l'algorithme va détecter la taille de la barbe, et si elle est un peu trop longue, on sera tout de suite catégorisé dans une certaine... Dans une certaine communauté religieuse, voilà, que je ne citerai pas. Et bien sûr, derrière, si on peut te rajouter l'étiquette terroriste par-dessus, voilà. Et aussi, voilà, ce serait la petite cerise sur le gâteau. Est-ce qu'il y a un article qui interdit de porter des représentations d'êtres humains? Parce que dans ce cas, on peut troller les algos en portant des t-shirts qui représentent la tête de quelqu'un. Ah si, le problème c'est, je pense que si tu portes une tête de Macron, la caméra elle explose. Non, mais pas mal, c'est assez rigolo comme idée, Franck. Bon, alors, en effet, donc l'algorithme, du fait de son fonctionnement, sera amené à identifier par lui-même les caractéristiques qui lui permettent de détecter de la manière la plus certaine et pertinente ce qu'il est censé rechercher à partir des images qui lui auront servi à s'entraîner et qui l'auront nourri, sans que les êtres humains n'aient de contrôle réel sur ces critères, en raison du deep learning ou apprentissage profond. Alors cela constitue un problème majeur qui ne doit pas être minimisé. Si l'algorithme considère que certaines caractéristiques telles que le port d'un vêtement particulier ou une couleur de peau sont plus susceptibles d'être associées au risque recherché, il les intégrera et sera donc amené à les utiliser de manière indifférenciée d'autres caractéristiques pour effectuer un signalement d'un comportement jugé anormal. Vous avez compris, si vous êtes pas assez blanc, il y a un risque, hein. Ah là là, c'est navrant. Outre le fait qu'il se fondera sur les données biométriques, cela fait de l'utilisation de la vidéoprotection par algorithme une pratique potentiellement discriminatoire et raciste. Voilà. Aucun garde-fou contre cette dérive n'est techniquement possible. Merci de le rappeler dans cette saisine. Tu peux porter des t-shirts représentant un visage généré par une IA. IA versus IA, ouais, voilà. Tu dis à ChatGPT de te produire une image et ensuite tu l'accroches, tu la colles au t-shirt. Ouais, ce serait original. Et là après, je sais pas, il y a un bug dans la matrice, il y a une faille spatio-temporelle qui se crée et après c'est la fin de l'univers. Non, je troll, mais bon, voilà. Et après, il y a aussi une atteinte à la sûreté et à la dignité de la personne humaine. Toujours... vous voyez, il y a pas mal d'arguments quand même qui sont mobilisés à l'encontre de l'expérimentation. Je regarde... Donc en l'espèce, il est manifeste que tant la sûreté... Alors, encore une fois, je vous rappelle ce qu'il y a au début. Si je ne le lis pas, même si c'est important, c'est le cadre juridique ici de la sûreté humaine. Alors, on rappelle que la sûreté... de la sûreté humaine et de la dignité humaine. La dignité humaine,
comment on appelle ça, elle est protégée par le préambule de la Constitution de 1946. La sauvegarde de l'indignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. Puis c'est même, il y a même aussi le rappel des décisions du Conseil constitutionnel qui consacrent ces différents principes. Et vous avez aussi comment on appelle ça, le droit à la sûreté. Voilà, la sûreté qui est consacrée à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qui est rappelé comme étant un droit fondamental, et qui se rattache notamment à la vie privée, voilà, et qui est du coup garanti aussi par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puisque c'est rattaché à la présomption d'innocence et le fait qu'on peut pas qu'on peut pas t'enfermer, on va dire on peut pas t'enfermer sans aucune raison, voilà. Encore une fois, je vous la fais de manière vulgarisée avec les informations qu'il y a là ici. Voilà. Et aussi, je vous rappelle encore une fois, on n'est pas sur une décision du Conseil constitutionnel, on est sur une saisine. C'est-à-dire, on est sur tout un argumentaire qui est déployé par les députés pour contester, si je puis dire, la loi. Après, malheureusement, la loi sur les JO. Après, malheureusement, je suis au regret de vous dire que c'est pas certain que le Conseil constitutionnel, encore une fois, donne raison aux différents arguments. Voilà. Alors, donc, en l'espèce, donc, il est manifeste que tant la sûreté que chacun est en droit d'opposer à l'État, que sa dignité est mise en cause non par le fait même que des images soient captées dans le cadre législatif de la vidéoprotection, mais qu'elles soient traitées par un algorithme, c'est-à-dire par une forme d'intelligence artificielle, c'est-à-dire par des non-humains. Bon, après, je pense que l'argument qui sera opposé à ça par le gouvernement, c'est de dire ouais, mais il y a des humains qui vont assurer un contrôle a posteriori des images et qui seront formés, etc. Je pense que c'est l'argument qui va être avancé. Pour critiquer le fait qu'il y ait une intelligence artificielle qui traite les données. Cette prétention incroyable que l'article 7 de la loi a de confier à une autorité non humaine la gestion de millions d'images captées dans l'espace public porte une atteinte inédite aux droits fondamentaux, à la sûreté et à la dignité. Comme le relevait le Conseil national... Alors, attends... je crois que c'est le commissaire national à la commission des droits de l'homme, je crois. Alors attends, CNCDH, je veux pas me gourer dans l'acronyme. Donc c'est la commission nationale consultative des droits de l'homme, pardon, excusez-moi. Donc commission nationale consultative des droits de l'homme, donc dans sa lettre précitée, donc les inquiétudes et réticences qui s'étaient légitimement exprimées lorsque les images n'étaient scrutées que par des agents humains sont bien évidemment amplifiés lors d'une surveillance automatisée. Voilà. Bon, là, c'était la fin des arguments qui étaient avancés contre, si je puis dire, comment on appelle ça, contre l'expérimentation déployée, là, en matière algorithme, etc. Après, donc, on a l'article 7 bis, donc 7 bis et 10. Alors donc là je vous propose d'accélérer un peu. Alors je vais essayer de voir à quoi correspondent ces articles à la con. Alors donc le 7 bis prévoit que du 1er mai 2024 au 15 septembre 2024, l'enquête administrative donc pourra être demandée avant l'affectation des personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise à transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses, soumis à l'obligation d'adopter un plan de sûreté au sein d'un gestionnaire d'infrastructure. L'article 10 prévoit de conditionner l'accès de toute personne à autre titre que celui de spectateur à toute autre partie des établissements et installations désignés par un décret, pendant la durée de l'événement ou du rassemblement et de leur préparation, à une autorisation de l'organisateur délivrée sur avis conforme de l'autorité administrative après enquête administrative. Donc en gros, on filtre les personnes en fait qui travailleront dans le cadre des JO, que ce soit dans la sécurité ou même dans la préparation. Bon là,
Rien d'exceptionnel. Bon, apparemment, article 34 de la Constitution. Apparemment, c'est pas au... Alors, attends. Apparemment, le législateur ne serait pas compétent pour prendre ce genre de mesures. Apparemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme argument? Bah, pas grand-chose. Que je regarde... Ah, ou alors peut-être encore un autre cas d'incompétence négative peut-être. Là-dessus on va pas avancer. Oh, merde, on va pas rentrer plus dans le détail. Ensuite donc sur l'article 8, alors l'article 8 ça correspond à quoi? Donc apparemment donc en étendant donc le champ des images visibles par les agents de la RATP et de la SNCF au centre de coordination. Oui, d'accord, ouais, c'est la possibilité pour le centre de coordination opérationnelle de la sécurité dans les transports d'Île-de-France. Donc le champ des images visibles aux abords immédiats et non plus simplement depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs. Le législateur a assoupli les conditions de consultation des données à caractère personnel sans garantie suffisante, que ce soit en matière de conservation, de consultation ou de communication des données. Donc ainsi, il est porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Donc en gros, en fait, on augmente le nombre de données, le nombre d'images qui seront accessibles par le centre de coordination opérationnelle de la sécurité dans les transports d'Île-de-France. Voilà. Donc on augmente le contrôle de la sécurité, dans les transports. Voilà. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc atteinte à l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ouais, donc l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il interdit de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale et de surveillance générale sur la voie publique. Donc police administrative générale, je vous rappelle, ce sont les différentes missions de la police qui visent à prévenir les troubles à l'ordre public, c'est-à-dire à éviter des atteintes à la sécurité, des atteintes à la santé publique, etc. Alors que je vous rappelle, la police judiciaire, le but c'est de réprimer. Voilà. C'est-à-dire on interpelle les gens qui sont suspectés d'avoir commis une infraction. Voilà. Donc là ici on reproche donc là qu'est-ce qui est reproché? Or cet article permet aux agents des services internes de la SNCF et de la RATP d'avoir accès à des images de vidéosurveillance sur la voie publique. Et du coup on reproche ici au législateur d'avoir délégué des missions, on va dire des missions de surveillance à des personnes privées. Voilà. Des missions de surveillance sur la voie publique. Il s'agit de salariés de droit privé auxquels serait délégué un pouvoir de surveillance de la voie publique. Voilà. Et du coup, ça c'est donc selon les députés, c'est interdit au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Voilà. Salut l'Anki Broutailleur. Alors donc disproportion donc avec l'objectif poursuivi. Ce serait pas nécessaire, donc la nécessité d'autoriser les services de sécurité des transporteurs à pouvoir accéder aux images de systèmes filmant les abords immédiats des véhicules et emprises immobilières, autrement dit de systèmes de protection installés sur la voie publique, est motivée par des finalités de sécurité publique qui n'ont aucun lien avec l'objectif affiché et poursuivi par ce texte de sécurisation de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Voilà. Donc, et le but poursuivi de sécurité et de maintien de l'ordre n'est pas proportionné aux résultats recherchés par ce projet de loi, tel qu'indiqué par le gouvernement dans son étude d'impact. Bon, on va pas rentrer dans le détail, on avance. Alors, article 8 bis du projet de loi, il introduit par voie d'amendement lors de la discussion. Donc il vient modifier donc les dispositions du code des transports pour étendre aux agents des autorités organisatrices, donc des GIOP, la possibilité d'être affectés à des salles d'information et de commandement relevant
de l'État pour visionner les images de systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles depuis les véhicules et les emprises immobilières des transports publics de voyageurs ou leurs abords immédiats. Donc là encore une fois, même argument qu'on a mobilisé pour les agents de la SNCF et de la RATP, violation de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire l'interdiction de déléguer des missions de police administrative et de surveillance sur la voie publique à des personnes privées. Voilà. Donc là, en fait, on part du principe que les personnes qui bossent en matière, les agents des autorités organisant les JOP, ce sont des personnes privées, voilà, et qu'elles n'ont pas à recevoir de tels pouvoirs de surveillance. Donc là, encore une fois, on ne va pas traîner. Article 11, donc le projet de loi avait introduit la possibilité d'installer et d'utiliser un dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques. Sérieux, dans toute son enceinte accueillant une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs afin de réaliser les opérations d'inspection des personnes. Il est précisé que la finalité de ce dispositif est de vérifier que les personnes ainsi examinées ne portent sur elles aucun objet interdit dans les lieux auxquels elles souhaitent accéder. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle dont elle a été préalablement informée par un moyen de publicité mise à la disposition à l'entrée de la manifestation. Eh ben, sacré contrôle dégueulasse en somme. Donc là, on regarde. Donc là, il y a une violation. Alors, quelles sont les violations qui sont invoquées ? Ouais. Alors attends, hors toute mesure restreignant un droit fondamental que la Constitution garantit doit être, pour être proportionnée, satisfaire à une triple exigence d'adéquation, de nécessité et de proportionnalité. Elle doit être adéquate, donc c'est bien, on nous rappelle adéquat, donc appropriée, ce qui suppose qu'elle soit a priori susceptible de permettre ou faciliter la réalisation du but recherché par son auteur, nécessaire, autrement, donc ce qui exige la réalisation du but poursuivi, et ensuite que l'auteur ne doit pas la préférer à d'autres moyens appropriés qui affecteraient de façon préjudiciable les personnes concernées ou la collectivité, et ensuite elle doit être proportionnée au sens strict, c'est-à-dire elle ne doit pas elle ne doit pas, par les charges qu'elle crée, être hors de proportion avec le résultat recherché. Or, la disproportion contestée est inadéquate, ni nécessaire, ni proportionnée. Enfin, la disposition contestée n'est ni adéquate, ni nécessaire, ni proportionnée. Voilà. Bon, donc ça c'était sur l'article 11, avec l'utilisation des scanners. Ensuite, article 12. L'article 12, c'est quoi ? Donc l'article 12 entend réprimer, lorsqu'il est commis en récidive ou en réunion, le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude sans être muni d'un titre d'accès dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive. Voilà. Alors bon, ici, ce qui est critiqué, c'est l'imprécision des infractions et l'absence de clarté de la loi. Voilà, donc cet article n'est pas suffisamment clair et précis. En effet, la notion de fraude est floue. Elle peut faire entrer dans le champ de l'infraction pénale des cas qui ne le nécessitent pas. Voilà. Ainsi, elle peut couvrir, en cas de billet ou de carte nominatif, un prêt au dernier moment à un proche ou à un ami. Voilà. Bon, là on va pas rentrer dans le détail, et du coup ça fait écho à ce qui a pu se passer avec les événements. Je crois que c'était avec une compétition où il y avait eu des Anglais qui étaient présents, etc. Je crois un match de foot. Je me souviens plus. Mais je sais que Darmanin avait été mis un petit peu dans la sauce avec cette histoire. Donc ensuite, il y a une absence de nécessité des infractions créées, donc violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je regarde ensuite, donc violation de la liberté d'expression collective, de manifester, d'opinion aussi, donc du coup violation de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voilà. Donc on passe à l'article 16, donc l'article 13 du projet de loi, donc je crois que c'est le dernier qui est contesté dans la saisine. Alors donc, à quoi ça correspond ?
Donc l'article 13 du projet de loi entend rendre la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive, donc interdiction judiciaire de stade, donc rendre cette peine complémentaire obligatoire et non plus facultative pour 6 infractions prévues qui se déroulent dans une enceinte sportive. La personne condamnée à cette peine est astreinte par le tribunal à répondre au moment des manifestations sportives aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée que la juridiction désigne dans sa décision. Ces dispositions méconnaissent le principe de nécessité et d'individualisation des peines. Voilà. Ouais, en l'état du droit, donc le code pénal prévoit que le prononcé d'une peine complémentaire puisse être obligatoire à moins que la juridiction ne choisisse, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Donc en gros, on va prendre en considération notamment le casier de la personne en fait. En gros, voir si elle a commis des infractions auparavant, voir si elle a fait des efforts pour changer son comportement. Et normalement, on doit tenir compte de la manière dont l'infraction elle a été commise. Voilà. Et il faut laisser la possibilité justement au juge de ne pas prononcer une peine complémentaire. Et notamment ici, une interdiction judiciaire de stade. Voilà. Bon, donc voilà, on a fait le tour de cette saisine, donc des différents arguments qui ont été invoqués par le Conseil constitutionnel. J'espère que ça vous a intéressé.